Bonjour et bienvenue dans mon émission Épicerie Fine. Aujourd'hui, je vous propose une recette autour des huîtres. Mais avant, découvrons les secrets de sa production. Face à la Manche, au nord de la Bretagne, la baie de Saint-Brieuc. À quelques encablures de l'île de Bréhat grandissent les huîtres de pleine mer. Ces fameux mollusques marins, riches en iode et en protéines, pauvres en calories, font le délice depuis des millénaires de nombreux gastronomes. Voici Olivier, il est ostréiculteur. Bonjour Monsieur Martin, comment allez-vous? Super bien. Ça fait plaisir d'être ici. Moi aussi de même, je suis très content de vous recevoir. Merci, bon vous allez un petit peu nous expliquer ce qu'on va goûter tout à l'heure là, non? Oui, mais en attendant, vu l'heure, ce serait bien qu'on aille au parc tout de suite. D'accord, parce que là, le badaud va être dans une demi-heure. D'accord, on y va. Donc je vous équipe, on va mettre des cuissardes si vous voulez bien. Bon, on arrive de Paris, hein, on est un petit peu habillé à la parisienne. Là, je me doute, hein. On n'a pas encore les cuissardes, mais c'est un projet. Hein. Chaussettes roses pour aller avec le tracteur. Ben voilà, parfait, tout poil. Super. Ben ça va, en plus le temps est clément. Oui. Hein? Ouais, c'est les vents d'est qui nous permettent de ne pas avoir de pluie. Ah, c'est bien ça. Ouais. Hop. Ça va aller? Ah, c'est parfait, ouais. Direction la presqu'île du Lézardrieux, au milieu d'une nature sauvage et préservée, les parcs à huîtres. Olivier élève des huîtres depuis une dizaine d'années. Chaque jour, à marée basse, il vient surveiller la croissance de ces coquillages hermaphrodites. Son travail est exigeant et physique. Donc là, en fin de compte, ces parcs, c'est la propriété de qui? Comment on fait pour les louer ou je... Donc c'est une concession et moi cette concession-là je l'ai obtenue quand j'ai acheté l'entreprise. Elle appartenait donc à cette entreprise-là. Donc ici il y a 1 hectare. Et sur 1 hectare vous avez droit de positionner 4000 poches. On a des tables par exemple là, pour supporter nos poches. Une fois qu'elles sont en fin de vie, il faut les enlever, il ne faut pas les laisser. Par exemple, donc au niveau écologie, c'est archi suivi, de toute façon. C'est vraiment suivi. Vous voyez, là, on voit juste des petites pousses dessus, ils commencent à pousser. Ouais. Donc là, en gros, par poche, il y a toujours à peu près 208, c'est ça, en moyenne, c'est ça? En moyenne, c'est à peu près ça, ouais. Mais alors, quelle est la nourriture principale de l'huître? Il y a le phyto et zooplancton. Elles se nourrissent de plancton. Donc nous, on a la chance ici d'avoir une eau très saine qui nous donne une coquille très très dure. L'avantage aussi, c'est que ça ne pousse pas énormément, mais ça pousse rond. Parce qu'après, ça permet de moins les manipuler en fin de compte. Oui, et puis dans une assiette, c'est quand même plus joli. Ouais. Et en fait, comme vous dites, la manipulation, c'est ce qu'on fait l'été. C'est-à-dire que là, elles vont commencer à pousser, là. Donc il va falloir attendre un peu, mais dans quelques temps, pour avoir une huître homogène, et des lots homogènes aussi, on est obligé de les remuer pour pas qu'elles s'accrochent entre elles, qu'elles se collent entre elles, qu'elles se collent à la poche. Et on les retourne aussi, parce qu'il y a aussi le cœur de l'huître ou à l'intérieur, et il peut y avoir par exemple que des petites, donc il faut les éparpiller et les étaler dans la poche. Et on va dire ça se fait 4-6 fois par an? À peu près, ouais, 4 fois à peu près en fonction. Ouais. Et sur des plus petites comme du naissin, 6 fois ou, là, il faut 7 fois. Et toutes ces algues-là, vous les retirez au fur et à mesure? On les retire quand on vire. Alors là, par exemple, comme on n'a pas viré de poche, puisque c'est pas l'époque, quand on va recommencer, on enlève systématiquement. Parce que,
Elle va être bonne celle-là, non? Ouais, c'est une huître sauvage. Ah, une huître sauvage, là. En venant, on a vu en chemin, sur les pierres, des huîtres sauvages. Ouais. C'est aussi signe de qualité de l'eau, signe de qualité de l'environnement. Oui, et puis en général, ces huîtres-là, elles sont vraiment bien en chair. Nous, on s'en sert principalement pour faire des huîtres chaudes. Donc, c'est ça, parce que son résistance, le manteau est plus ferme. Ouais. En plus, l'avantage, c'est que vraiment, c'est le côté un peu authentique. Ah ouais. C'est vraiment super bon. C'est meilleur pour les dents que les bonbons. Si vous voulez goûter. C'est vrai, mais je la mange toute alors. Allez-y. Hein? Oh là, déjà. C'est un peu à l'aventure. Hein. Ça, on ne les mange pas trop comme ça, mais bon, c'est pas grave, on est sur le parc. Hein. C'est au XVIe siècle que le commerce des huîtres se développe autour de Paris. À cette époque, les amateurs en mangent jusqu'à 150 par repas. Mais c'est seulement 3 siècles plus tard, en 1866, que les premiers parcs à huîtres sont créés. Henri Chaumard est ostréiculteur, il connaît par cœur l'histoire de ce produit qui voyageait déjà vers Rome il y a 2000 ans. Ah oui, les Romains mangeaient même des huîtres d'ici, qui étaient pêchées dans le Trieux. Là. Le Trieux, c'est la rivière qui passe derrière moi. Ils en pêchaient, elles étaient mises en barrique et transportées dans une espèce d'eau saumâtre à Rome. L'ostréiculture réelle existe depuis à peu près 1860-1870, hein, où on cultive vraiment l'huître. Avant, c'était une espèce de cueillette, une pêche comme ça sur les bancs naturels qui se reproduisaient. Et non, à peu près depuis plus de 100 ans, on élève vraiment les huîtres. Contrairement aux idées reçues, l'huître peut se consommer toute l'année, partout sur le territoire français. La consommation des huîtres s'étale à peu près de septembre jusqu'à avril. On a des chutes l'été, parce qu'on est toujours resté avec l'idée que les mois sans air n'étaient pas les mois où on consommait les huîtres. Voilà, parce qu'avant c'était les mois où les huîtres se reproduisaient, c'est vrai, il y avait une poche de laitances. Maintenant on arrive à maîtriser cela. En France, on est le premier producteur européen et le premier consommateur européen. Et en France, on consomme à 95% des huîtres crues. Très peu d'huîtres cuites. Au Japon, par exemple, ils les mangent crues, mais d'une autre façon. C'est-à-dire que... De retour du parc, une fois ramassées, les huîtres arrivent dans une sorte de gare de triage. Bah là, on a fait vraiment un beau tour. Hein. Maintenant, c'est vrai que grâce à un tour comme ça, on comprend mieux votre métier. Ah oui. Donc ici, c'est là où sont triées les huîtres, en fin de compte, le calibrage. Voilà, c'est le calibrage, c'est exactement ça. Donc elles arrivent là, brutes de poche. Hein. Ouais, ouais. Et de là, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs calibres. Et il y a même des huîtres collées qui se collent entre elles. C'est-à-dire que là, il faut les mettre une à une et calibre et numéro par numéro. C'est-à-dire qu'au départ, ce sont les grosses qui vont tomber. Ouais. Numéro 1. Après, c'est le numéro 2. Et ainsi de suite, jusqu'au retour. Et donc c'est celles-ci qui repartent dans les parcs. Oui, hein, c'est de là. Le 4 et le retour repartent ça, pour un an. Le but, c'est d'atteindre la taille, une des 3 tailles, là, c'est ça, hein. Ouais. Donc dans un an, normalement, si tout se passe bien, on va retrouver du 1, 2 et 3 dans... Ouais. Et donc après ça, ces huîtres, on les passe dans un laveur avant de les mettre dans l'eau. Le bassin, c'est tout simplement de l'eau de mer, hein, c'est ça? C'est de l'eau de mer qui est pompée. On essaie de pomper en pleine mer pour avoir une eau le plus claire possible. Plus claire possible, ouais. Et même quand vous avez des tempêtes, vous avez une eau qui est souvent trouble, le fait d'oxygéner comme ça un bassin, quelques heures après... Ça décante. Ça décante, ouais.
Et ça enlève aussi toutes sortes de coliformes et tout ça. Ça assainit tout en 48 heures. Ça va très très vite. Quand l'huître est prête, du moment où l'huître est prête à consommer, sur la table du consommateur, ça va très très vite. Et ça, c'est rassurant. Ce qui est aussi rassurant, c'est que c'est un produit qui est archi naturel. C'est baigné dans l'eau de mer et on sait très très bien que l'huître, si l'eau n'est pas parfaitement claire, n'est pas parfaitement propre, l'huître meurt. Donc là, l'huître a été lavée, elle a été dans le bassin, oui. Vous venez de la sortir. Et là, j'ai fait une bourriche parce que je vais aller la livrer. Donc, et ça, c'est du numéro 2. C'est pour un restaurateur. Donc là, l'ouverture, hein, c'est de bien couper le pied. Ouais, bien couper le pied et essayer d'aller chercher le manteau en haut pour que ce soit le plus propre possible. Je le fais pas toujours très bien, mais bon. Là. Elle est parfaite. Voilà. Et celle-ci, alors, qu'est-ce que c'est alors? Alors, c'est une huître sauvage. C'est une huître qui est généralement un peu plus charnue. Donc, souvent, on fait des huîtres au chaudal. C'est un délice. Alors, il ne faut surtout pas les matraquer. Juste un tout petit coup de chaleur. Alors, soit on peut la mettre directement dans la coquille, comme ça, au four. Ouais. Ou alors la décoquiller. Mais il ne faut surtout pas que ça boue, parce que dès que l'huître va bouillir, elle va se rétracter. Ouais. Donc, il faut vraiment la tiédir. Il faut vraiment la tiédir ou éventuellement la glacer sous une salamandre très très chaude. Ouais. Et ça change de goût en plus quand c'est un peu cuit. Je trouve. Vraiment... on est ailleurs. C'est le même produit, mais il y a toujours ce côté iodé, mais c'est autre chose. C'est vrai, c'est autre chose. Ouais. Un petit peu d'algue pour qu'elle reste bien fraîche. Ouais, ça fait un peu local. Mais les gens nous demandent du goémon, ils aiment bien. Non, mais je trouve que c'est joli. Même quand on la présente sur un plateau, je trouve que c'est tellement plus joli avec un peu d'algues. C'est le côté un peu naturel de la chose, c'est sympa. L'huître à la santé fragile. Les ostréiculteurs bretons ont assisté médusés ces dernières années à une surmortalité de leurs coquillages en début de croissance. Bah ça, c'est... Voilà. Elles avaient lorsqu'on les a mis en poche, elles avaient cette taille-là, vous voyez. Et elles sont mortes. Ah oui, d'accord. On subit depuis 2008 des mortalités sur les petites huîtres, c'est-à-dire des huîtres qui ont moins d'1 an. Et ce, depuis 3 ans, sans avoir une explication logique, ni une véritable explication. Donc il y a des recherches qui sont faites par Ifremer, par d'autres laboratoires, mais pour l'instant, on n'a pas de réponse. Il faut 3-4 ans pour faire une huître. Vous imaginez, 2008, 2011, là on va arriver dans les années, on va avoir moins de production. Dans les années 70, il n'y avait plus d'huîtres françaises. Donc l'huître que l'on consomme aujourd'hui, c'est l'huître japonaise. Et donc ça a toujours été une préoccupation, notamment avec ces algues vertes qui polluent, qui font vraiment du mal aux huîtres. On dit qu'entre 40 et 60-70% de la production française a été anéantie. Donc effectivement, ce sont des éléments vraiment précieux qu'il faut garder, qu'il faut entretenir. Et c'est pour ça notre rôle aussi, à nous, de cuisiniers, c'est d'acheter ces huîtres pour que toute cette chaîne continue de vivre. Et c'est vraiment très très important de consommer des huîtres, de consommer ces produits naturels, en sachant que peut-être un jour, on sera en rupture de stock. Et forcément, il n'y en aura pas pour tout le monde. Les consommateurs, eux aussi, font part de leur inquiétude. Olivier est là pour les rassurer. Les contrôles sanitaires sont drastiques. Une fois sur les étals, aucun risque, fraîcheur et qualité sont au rendez-vous. Donc là, on a du numéro 1, ce sont les plus grosses en creuse. Après, on descend juste d'un numéro, c'est le numéro 2. Un peu plus petit. Vous voyez que plus on descend en numéro, et en fait, plus les huîtres sont grosses. C'est-à-dire que le numéro 1 est plus fort en taille que le numéro 2. Là, on a après le numéro 3. C'est de la moyenne, c'est de l'huître que tout le monde recherche en général. Après, on est sur de la petite, numéro 4. Et là, on a de la plate. Et là, ça devient un produit rare, donc un peu plus coûteux, mais un peu plus fin en bouche. Avant, en Bretagne, il n'y avait que de la plate. Et aux alentours des années 70, elle a disparu et elle a été remplacée par de la creuse. À une taille de pièce de 5 francs, à peu près, à 18 mois, elle meurt. Et on a du mal à arriver jusqu'au vendable.
Et l'élevage est très difficile, donc très rare à arriver jusqu'à une taille vendable, ce qui fait que la rareté fait le prix. Sur les 130 000 tonnes produites par an, 2% seulement sont des huîtres plates, mais toutes ont vu leur prix augmenter. L'huître pourrait bien devenir la perle rare de nos assiettes, à manipuler avec dextérité. Là, c'est directement du producteur au consommateur. Là. Ah, ils arrivent là, juste on peut aller plus vite. Hein. Voilà. Vous travaillez quel... La taille numéro 3. L'huître, il y a plusieurs façons de la consommer. Alors, par exemple, souvent, c'est cru, on peut faire des dégustations d'huîtres, mais aussi tiède. Alors, c'est merveilleux avec une purée de pommes de terre, ou monter tout simplement avec un peu de beurre ou avec un peu d'huile, si on préfère le beurre ou si on préfère l'huile. C'est aussi très très bon avec, par exemple, de la ciboulette émincée dans cette purée de pommes de terre. En général, dans les purées, ça marche très bien. Ça marche aussi avec des sauces crème. La sauce crème, on peut la faire avec de la crème, mais on peut la faire aussi à base de lait de soja, de boissons à base de soja, parfumée avec un petit peu de curry. Voilà, c'est un petit peu en fonction du goût de chacun, mais on va dire la règle d'or, c'est de ne pas surcuire l'huître. C'est que vraiment, il ne faut surtout pas que ça boue. Quelques petits frémissements et la consommer comme ça, c'est royal. Et on peut vraiment partir, voyager avec un produit bien de chez nous, voyager dans le monde entier en fonction de l'épice, du condiment qu'on va rajouter dedans. Ce qui serait bien de dire, c'est quoi là? On est à la maison, on ne sait pas faire. Déjà, est-ce que le pied il est là ou est-ce qu'il est là? Alors, le pied il va être de ce côté-ci, donc le côté le plus arrondi de l'huître. Voilà. Et on estime au 3e doigt à peu près la position du pied. Voilà, donc à peu près mon 3e doigt est ici. Donc ici, si je perce, je suis au niveau du pied, je soulève légèrement la coquille, je repasse au-dessus pour cisailler le pied et donc conserver toute la chair à l'intérieur de la coquille. Voilà. Et donc ici, il n'y a plus rien. Et donc on a conservé vraiment toute la chair, voilà, dans la coquille. Voilà. On n'est pas obligé de garder la première eau. Hein. Non, 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 au contraire. Il vaut mieux laisser l'huître faire son eau, de toute façon. Voilà. Il ne faut pas hésiter à mettre son pouce, comme ça on s'enfoncera un peu moins si on doit déraper. Et c'est évite de finir à l'hôpital. Juste vous montrer ces couteaux là qui sont quand même les plus pratiques. Ah ça, il n'y a rien de mieux. Si on a acheté à la maison, c'est mieux que les autres, les anciens un peu larges, etc. Ah ouais, tout simple, une lame fine. Et puis je crois, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on les conserve à la maison, c'est de les garder, de les conserver bien à plat, ces huîtres. Tout le temps, et si possible après de mettre un linge humide et puis un poids pour qu'elles soient tassées. Hein. Voilà. Alors il y a plusieurs écoles sur les huîtres au niveau du citron. Moi, à titre personnel, mais la cuisine, ce sont que des affaires personnelles. En fin de compte, chacun doit se faire plaisir. Moi, à titre personnel, je préfère l'huître nature. Voilà. L'huître nature ou éventuellement avec une pointe de jus de citron, mais je trouve, ou peut-être du vinaigre, le seul problème, c'est que le vinaigre au contact de l'huître, on va brûler, on va éliminer en fin de compte les vitamines et je trouve qu'on va perdre en goût. Donc, à l'extrême, un tour de poivre, pourquoi pas, mais nature comme ça, c'est un délice. Ah bah, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah c'est sûr, c'est ce qu'il y a de mieux. Tout nature, voilà. On a des sensations différentes en fonction de la partie de l'huître qu'on mange, avec notamment le pied, et surtout le pied à consommer, à manger, c'est formidable. Il y a une petite résistance, donc ça donne quelque part en même temps, avec ce côté iodé, un peu une colonne vertébrale. Et moi j'adore ce côté iodé, un peu salé, comme ça. Alors, on peut aussi le consommer avec des tartines de beurre, ou tout simplement naturel, ou même des tartines grillées à l'huile d'olive. C'est aussi très très bon. Et puis alors, ce qui est extraordinaire avec ces huîtres-là, c'est l'iode qu'on a en bouche, c'est-à-dire qu'on a ce goût-là, voilà, en bouche tout le temps. Et ça, c'est formidable. Ouais, c'est la mer qui vient à nous. Dans un paysage lunaire, les parcs à huîtres de la baie de Saint-Brieuc sont baignés par les fortes marées de Bretagne. Celles-ci lui confèrent un goût iodé très prononcé. Indispensable sur un plateau de fruits de mer, l'huître peut aussi se concevoir en salade, version Guy Martin. Bienvenue dans notre atelier de cuisine. Je vous propose aujourd'hui une recette inédite, les huîtres de Bretagne pommes vertes sur un lit de pousses d'épinards. C'est toujours compliqué les huîtres à ouvrir. Il faut un beau couteau ou sinon une astuce. Si vous avez un four très très chaud, posez vos huîtres 15 secondes dedans, elles vont s'ouvrir naturellement et ça vous évitera éventuellement de vous couper.
Alors prenez l'huître. Alors je suis gaucher. Cette huître-là, il faut trouver le pied qui se situe à ce niveau-là. Donc glissez le couteau dans l'huître et légèrement faites un mouvement pour aller couper le pied de l'huître. Et réservez ces huîtres dans un saladier. Voilà, je sépare, je coupe le pied, j'ôte la coquille supérieure. Mes huîtres sont donc réservées dans le réfrigérateur. Maintenant, je vais couper ma pomme. À défaut de pomme verte, utilisez une autre variété de pomme. La seule chose, l'acidité de cette pomme, il faut la retrouver. Rajoutez quelques gouttes de jus de citron ou pourquoi pas de vinaigre. Taillez des fines escalopes de pommes comme ça. La peau va apporter la mâche. Le côté un peu texture dans la dégustation va structurer un petit peu aussi ce plat. Maintenant, les pousses d'épinards. Alors, ces pousses d'épinards, si jamais vous avez une queue, vous les équeutez. Mais si ce sont des petites queues très très fines comme ça, c'est même pas utile, ou juste l'extrémité. Avec ces queues d'épinards, je vais former une rosace dans l'assiette. Alors, de préférence, utilisez une assiette creuse parce qu'il va y avoir du jus d'huître mélangé à l'huile d'olive. Ma rosace est prête. J'ai filtré tout simplement les huîtres que j'avais réservées au réfrigérateur. Et je verse l'eau d'huître, l'eau de mer filtrée, dans la casserole. Je rajoute une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive, quelques poivres de tour du moulin, mes pommes, et cette préparation, je vais la tiédir rapidement sur un feu assez vif. Quand la préparation sera tiède, je vais ajouter mes huîtres et les dresser. Ça va très très vite, hein? Je vais poser à l'intérieur délicatement mes huîtres. Je saisis juste quelques secondes mes huîtres. Surtout, je ne veux pas les cuire, c'est juste les tiédir. Je nappe généreusement de jus parfumé à l'huile d'olive. La recette est finie, elle est simple. Je vous souhaite une très belle dégustation. Bonjour et bienvenue dans mon émission Épicerie Fine. Je vous amène une nouvelle fois à la découverte d'un produit d'exception du terroir français et de son producteur. Aujourd'hui, je vous propose une recette autour du cassis. Mais avant, découvrons les secrets de sa production. Au cœur de la Bourgogne se niche au pied des vignes une petite baie ronde très parfumée, le cassis.
Dans cette célèbre région vinicole, à quelques kilomètres de Nuits-Saint-Georges, Isabelle et Sylvain se sont lancés dans la culture des groseilliers noirs, ces arbrisseaux qui donnent les grappes de cassis. Ils ont fait le choix de l'agriculture biodynamique et obtiennent un cassis au goût incomparable, remarqué par le chef Guy Martin. Sylvain, Isabelle, nous sommes chez vous devant un beau plant de cassis là. Ouais, ça y est, vous voilà arrivé à destination. Alors là, on peut le goûter? Ah oui? Là, il est en pleine maturité. Oh, il est bon. On est vraiment dans le fruit, prêt à consommer, on va dire là, non? Ah là, il est prêt à être récolté pour ensuite pouvoir le consommer, le travailler, en fabriquer quelque chose avec, quoi. Sachant que le cassis, il y a quand même une fenêtre qui est très très courte pour pouvoir le ramasser et le récolter. Entre le moment où il a perdu son astringence trop puissante, qui est quand même notoire de son manque de maturité, et puis d'autre part où justement il n'est pas parti sur le fruit trop mûr, voilà, donc en surmaturité, où là c'est les sucres qui prennent le devant, et on a besoin de cet équilibre entre l'acidité, l'amertume et le sucre, quoi. Et donc là, pendant quelques jours, on a ce point d'équilibre, et donc là, ben, on y est. Donc là, ce sont des tuyaux d'irrigation. Ouais. Comment En fait, mes parents ont été un maillon de la chaîne de la ferme, et nous, on est le maillon suivant aujourd'hui avec Isabelle. Et ils ont installé l'irrigation dans toutes nos plantations, parce qu'ici, on est sur un plateau calcaire, hein, et on n'a pas beaucoup de terre. Dessous nous, c'est la roche, sur au moins 180 mètres. Et donc, on souffre énormément des aléas climatiques, et notamment, alors tout le monde pense à l'été. Le cassis, c'est une plante qui résiste plutôt bien à la chaleur l'été. En fait, elle a besoin d'eau au printemps, au moment de sa fleur, au moment où les grains vont nouer, c'est-à-dire où le pollen va venir dans la fleur, et puis après pour la maturation et le grossissement des grains. Ça permet vraiment d'apporter à la plante de l'eau sans que ce soit une assistante foliaire. C'est-à-dire on n'apporte pas de l'eau comme on peut trouver parfois où on voit ces grandes gerbes d'eau qui aspergent et puis qui essayent de remplacer une pluie d'orage. Là, on remplace un arrosoir, quoi. On amène 2 litres d'eau à l'heure au pied quand il y a besoin. Et est-ce que le cassis a besoin de différence de température la nuit? Est-ce que ça va apporter quelque chose au niveau du sucre, au niveau de la qualité, au niveau de la texture, ou pas grand-chose? Alors non, le cassis, il a besoin, c'est plutôt sur son cycle végétatif. C'est-à-dire le cassis, il a besoin de geler l'hiver pour ensuite pouvoir donner des fruits au printemps. Le cassis, c'est une plante qui aime les climats un peu continentaux. C'est-à-dire que quand il fait bon, il fait bon. Okay. Il fait bon le jour, la nuit. La variété, en fin de compte, ça va dépendre de ce qu'on va faire ensuite. Exactement. En fait, on va choisir nos variétés suivant ce qu'on va vouloir fabriquer, sachant qu'on va quand même toujours privilégier la typicité de la plante, c'est-à-dire on ne va pas non plus planter des plantes qui sont pas du coin, j'allais dire. Ah d'accord. Nous ici, le roi, c'est clair, c'est le noir de Bourgogne. Il est adapté à nos sols, il est sensationnel pour faire de la crème. Bon, par contre, il va être un peu trop agressif pour faire de la confiture ou du jus. Donc là, on cultive des variétés un petit peu plus douces, comme l'Andega ou le Blackdon, qui sont des variétés moins puissantes. Donc aujourd'hui, on va plus privilégier des plantes rustiques, à rechercher des anciens plants, parce que c'est pas par hasard qu'on avait certaines variétés qui étaient cultivées dans nos régions, c'est parce qu'elles étaient adaptées à nos régions. Par exemple, on va beaucoup plus s'intéresser à notre sol et à notre sous-sol, ce qu'on avait complètement oublié en agriculture. Parce que quand c'était désherbé, que le tracteur passait sans arrêt, tout ça, on avait tendance à compacter les sols, et les sols devenaient complètement morts, c'est-à-dire qu'on n'avait plus du tout de microbiologie du sol. Il n'y avait plus de faune, plus de vers de terre. Qui aérait le terrain, qui leur permettait de vivre. Nous, ici, on va lui laisser... Alors, il y a un petit peu d'herbe, c'est sûr, mais il faut penser que cette herbe, c'est des abris pour les coccinelles qui vont se tenir prêtes s'il y a une attaque de pucerons, voilà. C'est une vraie notion de terroir. Et le terroir, moi, je pense que c'est cette relation qui existe entre ce petit bout de globe qui a permis aux fruits ou à la bête de se nourrir ou aux fruits de pousser, et qui nous l'amène dans l'assiette avec, hop, le détail qui fait la différence. Et c'est vraiment ça. C'est une signature, et en même temps, c'est une traçabilité, c'est un réconfort pour le client de savoir qu'il y a toute une chaîne maîtrisée. C'est une marque olfactive. Aujourd'hui, le cassis, depuis
plus d'une vingtaine d'années, à de nouveau des lettres de noblesse, notamment avec tous ces jeunes cultivateurs qui travaillent un petit peu différemment, qui ont un vrai souci d'éthique, de qualité, puisqu'on s'aperçoit que de plus en plus il y a des cultures en biodynamie. Les sols ne sont pas sulfatés ni traités. Donc il y a quand même, par secteur comme ça, des personnes qui travaillent autrement pour nous donner le meilleur. La récolte se fait aujourd'hui de façon mécanique et dure à peine une demi-journée, début juillet. Ça change plusieurs choses. D'une part, c'est clair que voilà, c'est une révolution, c'est la révolution agricole, verte, tout ce qu'on veut. Voilà, et ça nous permet quand même d'avoir des surfaces qui nous permettent de vivre dans notre société d'aujourd'hui, quoi. Et puis, ça permet aussi une facilité de travail. C'est-à-dire que la pénibilité du travail a beaucoup baissé. Ça permet quelque chose où on n'avait pas forcément tellement pensé. Ça permet de récolter à un moment très précis des fruits qui sont juste au degré de maturité dont on a besoin pour les travailler. Et en fonction des variétés de fruits, les degrés de maturité ne sont pas les mêmes. On peut le calculer très scientifiquement, on s'appuie dessus. C'est-à-dire qu'on va mesurer le pourcentage, le taux de matière sèche à l'intérieur du fruit. On s'appuie sur l'expérience des années précédentes et puis hop, on va décider de cueillir. On utilise ça, avec Isabelle, on utilise énormément le rapport humain. C'est-à-dire, moi je vais venir dans les champs, on va goûter les grumes, on va en piocher par-ci, par-là, toc-toc, voilà. Et puis peut-être un ressenti aussi général. Et puis c'est la concertation de nous deux qui fait qu'on décide de récolter. Sylvain connaît la région depuis toujours. Sa famille, des paysans comme lui, est installée ici depuis des générations. C'est mes racines depuis plusieurs générations, puisque mon arrière-grand-père a acheté dans la ferme dans laquelle on vit avec Isabelle. Et puis mon arrière-grand-mère était déjà de ce village-là. Ils s'occupaient de leur petit bout de parcelle et ils vivaient avec ça. Et nous, c'est un peu ce schéma-là qu'on a essayé de recontinuer et puis de suivre, quoi. En fait, ils vivaient d'une agriculture qu'on a appelée vivrière pendant un moment, et puis ensuite un peu plus tournée vers l'extérieur, avec une agriculture dans les années 60. Là, c'est mes parents qui ont vécu complètement tournés vers l'extérieur, c'est-à-dire la spécialisation du monde agricole. Et nous, en fait, on a essayé de retrouver une unité entre le terroir et le consommateur, et puis d'être ce trait d'union qui existe entre les deux. On retrouve les premières traces du cassis avant l'époque gallo-romaine. Au XIIe siècle, la petite baie gagne ses lettres de noblesse grâce à l'action thérapeutique de ses feuilles. Il faut attendre le XIXe siècle pour que sa culture se développe en Bourgogne. Le mot cassis est apparu pour la première fois en 1561. C'est dans un ouvrage de vénerie de Jacques Dufouillou, pour être un peu plus précis. Et la première trace qu'on a retrouvée en tant qu'élixir cassis, c'est une miniature de 1717 qu'on a découvert dans le Massachusetts en 2002. Le fruit n'était pas du tout utilisé pour manger ou pour fabriquer de la confiture ou autre. Il était plus utilisé en parapharmacie. On a retrouvé un ouvrage où on utilisait le cassis pour guérir les chiens des morsures de serpents, par exemple. On a un ouvrage de Hildegard de Bingen qui nous prouve cette utilisation. Le cassis a été vraiment à la mode, la crème de cassis, fin du 19e siècle. En fait, 2 Dijonnais étaient montés sur Paris et ont redescendu chez nous en Bourgogne. Et début du 20e siècle, il y avait une trentaine de cassissiers, c'est ce qu'on appelle les fabricants de crème de cassis, en Bourgogne. Et depuis est devenue cette mode. Début du XXe siècle, on va dire, avant la Première Guerre mondiale, c'était vraiment tout le monde buvait du cassis, des ratafias de cassis, de la crème de cassis avec du vin blanc. D'ailleurs, l'origine du kir, de la boisson du chanoine kir, vient du début du XXe siècle. C'est un garçon de café qui était à Beaune, qui s'appelait Fèvre, qui le premier a fait le mélange vin blanc plus cassis, qui est devenu ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, un nom commun, le kir. Il y a beaucoup d'idées sur l'utilisation du kir, sur l'origine du kir, mais en fait le chanoine kir, qui était à l'époque maire et député de Dijon après la Seconde Guerre mondiale, à tous les conseils municipaux, il offrait un verre de vin blanc cassis. Et en fait, il faisait la promotion quand il montait à Paris à l'Assemblée nationale, et il offrait à tout le monde un vin blanc cassis. Et il a pris son nom au fur et à mesure des années, c'est devenu le kir, tout simplement. En fait, c'est lui qui l'a promu. La Bourgogne est aujourd'hui la 2e région productrice de France avec 2000 tonnes par an derrière le Val de Loire.
Autrefois familiale, la culture du cassis s'est aujourd'hui développée et offre des emplois de plus en plus nombreux. Tout dépend comment on le mesure. Si on le mesure en termes d'hectares, c'est rien par rapport à la céréale, voire pas grand-chose par rapport à la vigne, par exemple. Par contre, si on y donne une dimension humaine ou patrimoniale, ça fait partie vraiment du patrimoine régional et en cela, c'est économiquement important. Et en termes d'utilisation de main-d'œuvre, on a besoin de personnel. Sur une exploitation comme la mienne d'une 50aine d'hectares, j'ai 4 salariés à temps plein. Donc humainement, socialement, en tout cas, c'est un rôle très important. Lorsque j'ai repris la responsabilité de mon groupe de producteurs en 1997, donc il y a 15 ans maintenant, j'avais 200-220 adhérents. Aujourd'hui, donc 15 ans après, j'ai plus que 70 adhérents. Par contre, dans le même temps, nous sommes passés d'une production d'environ 700 tonnes à 1500 tonnes aujourd'hui. On a doublé la production en divisant le nombre de producteurs par 3. C'est-à-dire que traditionnellement, c'était une culture qui était présente sur toutes les exploitations en petite surface. Et aujourd'hui, on a des exploitations qui se sont un peu spécialisées parce que techniquement, il y a certaines compétences à acquérir. Donc on a spécialisé aussi notre personnel sur cette culture. Le cassis est consommé en jus pour son goût sucré et acide, mais aussi parce qu'il est un concentré d'énergie. La crème de cassis reste quant à elle un produit apprécié dans l'Hexagone, mais qui a du mal à s'exporter. C'est vrai que si on reprend plus une économie à l'échelle mondiale, la consommation de cassis sous forme de crème de cassis ne représente que 2% de l'utilisation du fruit. Donc 98% du fruit se fait essentiellement sous une consommation de jus de fruits. Essentiellement les pays scandinaves, les pays de l'Est évidemment, puisque la Pologne et la Russie sont les 2 principaux pays producteurs, mais également tous les pays anglo-saxons. Depuis longtemps, entre autres pendant la Seconde Guerre mondiale, le cassis était vraiment leur source de vitamine C. À grammage égal, c'est 4 fois plus riche que de l'orange en vitamine C, par exemple. Le parfum cassis est intéressant parce qu'il est puissant, intense. Par contre, il est aussi, en termes marketing, segmentant. Soit on aime, soit on n'aime pas. C'est moins consensuel qu'un jus de pomme ou même que la framboise dans les produits laitiers. On peut utiliser aussi les peaux. Les peaux, généralement, sont recyclées et utilisées soit dans l'alimentation animale, soit dans les colorants alimentaires. Les pépins aussi, on obtient une huile, en fait, l'huile de pépin existe également. Et le bourgeon de cassis, soit en infusion dans l'alcool, il va être utilisé comme arôme alimentaire, ou alors avec une extraction par des solvants organiques, on obtient un absolu de bourgeon. Et cet absolu, en fait, est un fixateur de parfum. On en retrouve dans tous les grands parfums. On retrouve Guy Martin en compagnie d'Isabelle et de Sylvain. Le couple s'apprête à faire découvrir aux chefs les multiples transformations du cassis qu'ils imaginent, comme ce drôle de ketchup. C'est une recette de ketchup traditionnelle. Tout le monde connaît bien sûr le ketchup de tomate. On fait du ketchup avec d'autres fruits, dont le cassis. Et donc on va mettre ce cassis qu'on va cuire dans du vinaigre. Alors on a fabriqué à l'avance, on a fabriqué du vinaigre de cassis. Et l'important d'avoir un vinaigre de cassis pour rester sur les mêmes bases aromatiques. Et donc, Mais je comprends bien, là vous êtes bourguignon en fin de compte, même bourguignon pointu. Mais alors, vous n'arrivez pas à trouver un nom un peu plus bourguignon que ketchup? Alors là, non, parce que là c'est quand même la fausse note, je dirais. Non, c'est pas la fausse note justement. C'est un peu dans l'idée, l'idée d'Isabelle, c'est elle qui a un jour qui a dit ah mais ça serait vraiment bien qu'ici à la ferme Fruits Rouges, on ait un produit pour fêter nos 10 ans et qui puisse nous démarquer. Mais qui soit un produit qui soit inscrit dans le terroir et qui permette aussi peut-être de faire un pied de nez à l'industrie grandissante agroalimentaire des années 90. Et donc cette industrie qui, vous le voyez comme moi, qui utilise souvent une image de terroir pour faire un produit standard. Et nous, l'idée, ça a été de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire d'utiliser l'image d'un produit mondialisé, qu'est le ketchup, et d'en faire un vrai produit de terroir. Wow. Et donc, on est parti de ça, et ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc là, par exemple, la préparation d'à côté est un peu plus en avance. Là, elle va être prête. Les fruits, on voit, ils ont été complètement déstructurés. Déstructurés. Toutes les peaux sont éclatées. Les fruits vont être prêts à être moulinés. Presque confits. Pochés. Ah ouais, ça sent bon. Ouais. Et donc, une fois qu'on aura obtenu notre purée de fruits, cette purée de fruits-là, on va lui ajouter les 5 composants qui font le ketchup, la cannelle, le clou de girofle, le sel, le poivre et la noix de muscade. Et puis, bien sûr, une pointe de sucre pour venir apporter cette touche aigre-douce, salée-sucrée. Voilà, tout simplement. Et puis, ce ketchup, on va pouvoir en faire plein de choses. On va l'utiliser on va l'utiliser comme un condiment, donc tout simplement
lors d'un barbecue avec des bonnes saucisses, charcuterie, et puis hop, on a le ketchup, on va tremper dedans goulûment, et puis après on va pouvoir l'utiliser avec du gibier, des magrets de canard. Après c'est à vous les chefs d'interpréter votre créativité et de sentir l'association des choses. Bah déjà là ça sent bon. Voilà. Le cassis, on va dire, on peut le segmenter en 3. Donc les baies, soit fraîches, soit surgelées. Quand on sait le rythme des saisons, donc forcément, c'est compliqué d'avoir du cassis toute l'année. Donc un bon cassis surgelé, c'est un cassis qui a été ramassé à maturité parfaite, qui a été rapidement surgelé et qui est rapidement consommé une fois qu'il est décongelé. Après, pour le fameux kir, donc là, c'est 2 tiers, 1 tiers. Sans vexer les bourguignons, je crois qu'on met un petit peu moins de cassis parce que le vin est un petit peu moins acide qu'il y a un siècle. Si vous achetez du cassis, tout simplement, une fois qu'il est décongelé, un peu de sucre cassonade, c'est déjà très bon avec un fromage blanc, avec un yaourt. Une tranche de biscuit de Savoie recouvert de confiture ou de gelée de cassis, c'est extraordinaire. Donc là, c'est des préparations simples. Maintenant, on peut se lancer dans des préparations un petit peu plus compliquées, comme un soufflé au cassis, qui aura l'avantage d'avoir cette belle couleur mauve soutenue. Ça donne des teintes extraordinaires. Le cassis pour colorer un jus, notamment ces jus de gibier qu'on veut toujours un petit peu colorer, quelques grains de cassis dedans va apporter la couleur sans forcément apporter le goût selon la quantité que l'on va mettre. Toutes les confitures, tous les coulis. Une crème anglaise, par exemple, au cassis, des granités, des sorbets. Donc, et en même temps, quand ça va cuire, le cassis a la particularité, par rapport, par exemple, à la framboise, de mieux se tenir à la cuisson. Donc, il y a vraiment des emplois, et puis il faut laisser courir son imagination en fonction du moment. Malgré la façon dont il a été transformé, il ne perd pas sa personnalité. Bon, donc Guy, là, on va vous faire goûter vraiment la spécialité pur jus, pur cru du coin. Hein. Je pense que c'est la recette quand tous les gens qui ont 3-4 pieds de cassis dans le fond de leur jardin. Et donc, pour fabriquer cette recette-là, on prend les cassis, on les fait tremper dans du vin rouge pendant 3 semaines. Là, l'alcool du vin va servir de solvant, va venir extraire les arômes. Le tanin du vin va servir justement de stabilisant, d'antioxydant. Et puis, au bout de ces 3 semaines, on va presser. On va récupérer le jus, on va le chauffer à 80 degrés pour éliminer l'alcool du vin. Là, on ajoutera 30% de sucre et on mettra tout de suite en bouteille à chaud. On capsulera nos bouteilles hermétiquement et puis à partir de là, il pourra se conserver dans le temps sans aucun conservateur. Voilà. En tout cas, au nez, hein? Ouais, on se trompe pas. Hein. On se trompe pas, non? Il y a des bons arômes, on sent... on est dans le produit, là. On retrouve la fidélité des grains qu'on a goûté dehors, quoi. C'est très très bon. Et là, on peut boire sans modération, là. Hein? Là, on est tranquille. On peut boire à foison. Mais ici, en Bourgogne, on boit jamais parce qu'on a soif. On boit pour se soigner. Ah, mais bien sûr. Pour la soif à venir. Très bons médicaments aussi. Ah oui. Très homéopathique. Ah oui, très très. Ouais. Issu du terroir. Ouais. Non, c'est très bon. Hein. En France, le cassis est essentiellement consommé en jus, en crème ou en sorbet. La variété noire de Bourgogne reste idéale pour les cocktails, mais la petite baie peut aussi se croquer telle qu'elle ou dans une salade de fruits. Antioxydante, elle est aussi riche en vitamines et en sels minéraux. Guy Martin nous invite dans son atelier cuisine à un voyage épicé autour de ce petit fruit mal connu. Je vous propose aujourd'hui une recette inédite, le cassis infusé aux épices douces, ricotta au four. Pour cette recette, vous avez donc besoin de cassis et de ricotta. Un peu de gingembre en poudre, de la cardamome que je vais écraser, des épices, du poivre, piment de la Jamaïque, du citron vert de préférence et un jus de citron. Dans une casserole, je verse l'eau, le gingembre en poudre, le piment de Jamaïque, les graines de cardamome légèrement concassées,
Ah, c'est l'anis, ça sent bon. Voilà, les graines de cardamome écrasées font des très très bonnes infusions. Du zeste de citron vert non traité, c'est encore mieux. Voilà, à peu près la moitié du citron. Et bien sûr, le reste du citron sera utilisé en jus. Je vais porter à ébullition, ça va être la base de notre sirop. J'ai donc porté à ébullition l'eau avec le sucre qui est donc devenu maintenant un sirop. Je le verse et je vais laisser ce sirop refroidir pour ensuite ajouter le jus de citron. Mon bon sirop aux épices est donc refroidi. Je verse le jus de citron. Maintenant, je vais égrapper les cassis et les disposer dans ce sirop. Ah, ça sent bon le cassis. Alors surtout, laissez mariner ces grains de cassis au moins une demi-journée. Alors j'ai préparé pour vous quelques cassis que j'ai mis à mariner 24 heures. Maintenant, je vais égoutter le cassis. La ricotta. Je vais garder à peu près la moitié du cassis pour le consommer, je dirais cru comme ça, ou juste un petit peu poché, avec le jus, et l'autre moitié dans la cuisson au four. Maintenant, il n'y a plus qu'à cuire. Alors, je vous le propose dans cette recette dans un moule individuel. Maintenant, si vous voulez faire un moule un peu plus généreux, c'est à votre choix. Les moules généreusement remplis, légèrement tassés. Vous remplissez comme ça et vous glissez ces moules garnis dans le four préchauffé à 180-200 degrés. Au bout de quelques minutes, les ricottas au cassis sont cuites, il n'y a plus qu'à les déguster. Mes biscuits à la ricotta et cassis sont prêts, je n'ai plus qu'à les démouler et à les servir. La recette est terminée. Je vous souhaite une très agréable dégustation et je vous dis à bientôt dans mon émission Épicerie Fine pour une nouvelle recette inédite.